Nous ne voulons pas travailler au spectacle de la fin du monde et à la fin du monde du spectacle. Vivez sans respect. Les réserves imposées au plaisir excitent au plaisir de vivre sans réserve. Créer enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière. Dissoudre la société présente et accéder au régime de la liberté. Transformer le monde et changer la vie. Fin de l'université. Dissoudre la société présente et accéder au règne de la liberté. Vive les conseils ouvriers. Notre seul programme est la destruction totale de l'adversité. Occupons les usines. Tracts, proclamations, comics, chansons, peinture sur les murs, ballons sur les tableaux. Ne travaillez jamais. Donc c'est un ouvrage qui essaie de comprendre comment les idées situationnistes ont été reçues, transformées, réutilisées au fil du temps. Depuis la fondation de l'organisation situationniste en 1957 jusqu'à nos jours, je remonte même un petit peu plus haut, et de comprendre comment ces idées ont circulé en Europe et aux États-Unis. Et donc ça nécessite de faire l'histoire des acteurs qui se sont réappropriés ces idées et puis de tous les facteurs qui ont expliqué les variations de cette réception dans le temps et dans l'espace. Vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Faire de la révolution prolétarienne une fête. Créer enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière. Vive l'autogestion. Vive l'autogestion, mort aux dirigeants. Mort aux dirigeants. Ne changez pas d'employeur, changez d'emploi de la vie. Transformer le monde et changer la vie. Dissoudre la société présente et accéder au règne de la liberté. Ce que vous produisez vous appartient. N'ayez de respect que pour vos désirs. Ne travaillez jamais. Vive les conseils ouvriers, occupation des usines. Camarades. Il ne s'agit pas d'élaborer le spectacle du refus, mais bien de refuser le spectacle. Le mouvement situationniste, c'est un mouvement en fait à la confluence des avant-gardes artistiques, donc Dada, les surréalistes, et de l'extrême gauche, qui apportait une critique extrêmement vive et radicale sur la société de consommation qui se met en place durant les 30 Glorieuses, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Il y a tant de films chaque semaine d'où l'on sort aussi crétin que l'on y est entré. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. L'Internationale situationniste, a posteriori, son moment de fondation, c'est une réunion qui a lieu en Italie, dans un petit village qui s'appelle Cosio d'Arossia. Nous sommes en juillet 1957, et donc ça a été un moment festif où plusieurs artistes se sont retrouvés. Et donc cette réunion, qu'ils ont appelée ensuite la première conférence de l'Internationale situationniste, cette réunion finalement scelle le rapprochement de, on va dire, 4 courants européens artistiques qui se sont donc réunis autour de l'aîné des situationnistes, qui est Asger Jorn, un peintre danois qui donc est né en 1914. Et donc, à Cosio d'Arossia, il y a 3 groupes qui se mettent d'accord sur un programme de création. Programme qui a été préparé par Debord, qui a rédigé au préalable un petit essai qui s'appelle donc Rapport sur la construction des situations. Et donc, c'est ce rapport qui va donner son nom à l'organisation. Un peintre néerlandais qui s'appelle Constant, qui a été déjà compagnon de route de Jorn dans un collectif précédent le mouvement Cobra. Et Constant, lui, réfléchit beaucoup à ce qui fait la créativité. Qu'est-ce qui fait la créativité d'un artiste, mais aussi d'une société. Et il s'intéresse aussi beaucoup aux questions d'urbanisme. Aux questions d'urbanisme, et lui aussi est en lutte contre le fonctionnalisme qui, à cette époque-là, en architecture, est incarné par Le Corbusier. Tous ces artistes ont une même démarche, ils sont les héritiers de Dada, des surréalistes, et leur projet, surtout pas créer une nouvelle esthétique, mais vraiment de s'acheminer vers une nouvelle société, justement une société où l'art aurait toute sa place, où la créativité aurait toute sa place, et donc ça suppose un urbanisme qui puisse laisser s'épanouir les passions, le jeu, l'érotique, etc. You said doctor Omar. Doctor of what? Doctor of nothing, Miss Smith. It sounds important and hurts no one, unlike most doctors.
Parmi les pratiques qui sont passées à la postérité, il y a en premier lieu le détournement. Le détournement qui est vraiment resté associé au mouvement situationniste. Et qui en effet est au cœur de leur démarche artistique et politique. Peut-être en préambule, on peut quand même rappeler que, contrairement à ce que la mémoire a finalement construit du détournement, le détournement n'est pas une invention situationniste. Hein. Le détournement, finalement, il est inventé... En tout cas, le premier détournement, c'est les ready-made de Marcel Duchamp. Le premier ready-made de Marcel Duchamp, c'est 1913. Il expose dans un lieu d'art une roue de bicyclette posée sur un tabouret de cuisine. Il détourne la fonction de l'œuvre d'art pour essayer justement d'interroger les visiteurs sur ce que c'est que l'art. Est-ce que c'est forcément une œuvre d'art cloîtrée dans un musée, ou est-ce que c'est au quotidien dans nos vies? Et donc les artistes situationnistes s'emparent de cette réflexion donc, qui a été menée dès le début du XXe siècle et se la réapproprient. Donc Yorn, par exemple, s'amuse à aller chiner de vieilles croûtes aux puces et à peindre dessus. Hein. Il fera toute une série dans cette veine qu'il exposera en 1959, donc une série qui est intitulée 20 peintures modifiées, qui sont exposées à la galerie Rive Gauche. Le détournement va aussi être pratiqué par Debord au cinéma. Et donc, quel est le but? Pourquoi est-ce que les situationnistes utilisent le détournement? C'est un petit peu la même démarche que Marcel Duchamp. L'idée, c'est de provoquer un choc, un électrochoc sur la question justement de la place de l'art dans notre société. Donc, l'art qui devrait être au quotidien, dans nos faits et gestes. Il y a vraiment cette volonté de créer une réflexion. Et puis, il y a aussi une volonté d'inscrire leur théorie, leur réflexion dans la longue durée. C'est-à-dire, très tôt, Guy Debord en particulier, est conscient des ravages, on va dire, de ce qu'il appelle la récupération. Dans le rapport sur la construction des situations, il écrit donc que la bourgeoisie s'efforce de détourner le goût du nouveau, dangereux pour elle à notre époque. Et donc, il a bien conscience que finalement, toutes les créations artistiques peuvent être donc récupérées, commercialisées sous la forme d'objets du design, sous la forme de décors, des œuvres d'art qui servent de décors et qui n'ont plus cette force provocatrice, cette force subversive. Les historiens de l'art vont réduire une démarche artistique à finalement une esthétique formelle, un courant simplement formel. Les œuvres d'art se sont également réduites à une valeur pécuniaire sur le marché de l'art. Et donc Guy Debord a bien conscience de tout ça et veut échapper à cette récupération. Et donc le détournement, c'est une manière de créer une distorsion dans le sens qui est donné à l'œuvre d'art, de changer les codes. Qu'est-ce qu'une publicité avec un message qui est détourné? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens des publicités dans notre société de consommation? Qu'est-ce que l'on peut en faire? Et puis donc surtout comment on peut sortir de cette société. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amorcer cette réflexion pour mener les consciences vers la révolution qui est celle qu'ils appellent de leur vœu. Au sens courant du terme, ce serait plutôt des gens immoraux. Mais si on prend le mot moral à un sens plus détaché, comme la recherche d'une conduite, d'une certaine manière acceptable de vivre, alors ce sont des gens qui sont à la recherche d'une nouvelle morale, de nouveaux rapports humains. Comment est-ce qu'on peut classer le mouvement situationniste? C'est une vraie question. Est-ce que c'est un mouvement artistique? Est-ce que c'est un mouvement politique? La réponse, elle est un petit peu complexe. Sociologiquement, l'Internationale situationniste, à sa fondation jusqu'en 1962, c'est un collectif d'artistes. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui essaient de vivre de leur art et qui surtout s'expriment en produisant des œuvres artistiques.
Donc on a parlé des fondateurs, mais il y a aussi un groupe de jeunes artistes munichois qui s'appelle Spoor. Le frère de Jorn, lui, a regroupé autour de lui, dans une ferme au sud de la Suède, à Draga Biget, une colonie d'artistes, donc des poètes, des artistes peintres, des céramistes. Donc sociologiquement, ce sont des artistes. Durant cette première période qui va jusqu'en 1962, la diffusion des idées situationnistes, elle est aussi une diffusion dans des lieux d'art. Les situationnistes exposent dans des galeries, dans des musées, en particulier le musée du Stedelijk à Amsterdam. Donc c'est le support de diffusion de leurs idées. De la même manière, les cibles de leurs provocations, de leurs scandales, ce sont des cibles du milieu de l'art. Le colloque des critiques d'art qui sont réunis à Bruxelles en 1958, l'Institute of Contemporary Art de Londres en 1960. Voilà, ils évoluent dans cette sphère et ce sont leurs cibles. Toutefois, il s'agit évidemment d'artistes avec une démarche politique, je dirais, intrinsèque. Leur projet, c'est de subvertir la société des années 50 et du début des années 60, d'abord avec des moyens artistiques, puis avec des moyens qui sont plus intellectuels à partir de 1962. Donc leurs positions, ce sont des positions d'extrême gauche. Ils sont extrêmement critiques vis-à-vis des gouvernements en place sous la 4e puis sous la 5e République. Guy Debord est très engagé en mai 1958 dans le mouvement contre la prise du pouvoir du général de Gaulle après la crise du 13 mai 1958. Mais ils sont déjà, les situationnistes, dans ce qu'on appellera la nouvelle gauche, c'est-à-dire une gauche, une extrême gauche qui est critique non seulement des régimes capitalistes, mais aussi des régimes marxistes installés en URSS, mais aussi ensuite à Cuba, en Chine. Tous ces régimes sont pour eux, et là ils sont très proches des thèses de socialisme ou barbarie, des régimes qui relèvent d'un capitalisme d'État. Et donc c'est ce que Debord systématisera dans son essai, enfin cette critique sera systématisée dans son essai sur la société du spectacle. Il y a un petit peu un débat dans l'historiographie du situationnisme sur le tournant de 62. Est-ce que 1962 c'est un tournant important ou pas? 1962 c'est la date à partir de laquelle les artistes situationnistes sont exclus et la date à partir de laquelle les pratiques artistiques sont condamnées. C'est-à-dire que c'est une autre période à partir de laquelle les situationnistes vont diffuser leurs idées davantage vers les milieux intellectuels que vers les milieux artistiques et vont porter leurs efforts davantage sur la rédaction de textes théoriques plutôt que sur la réalisation d'œuvres d'art. Et donc, du point de vue de la réception, pour moi, c'est un tournant très important. C'est pas un hasard parce que Debord veut absolument signer la déclaration des 121 et veut absolument que ça se sache. Il écrit au Monde, il harcèle le Monde pour que sa signature soit publiée, etc. Et 58, donc c'est l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, il commence à fréquenter les milieux de pouvoir ouvrier, socialisme ou barbarie, et le fonctionnement des organisations politiques, le mode d'expression, la discipline interne de ces organisations qui sont plus des organisations politiques vont vraiment infuser chez lui et c'est vrai que ça va forcément influencer la manière dont il va vouloir que son mouvement évolue. C'est très très important. Donc c'est pas un hasard. Vielleicht könnte einer von denen etwas darüber sagen, von den Holländern. Ich möchte dazu sagen, das ist so grob gefasst, dass man vom Punkt noch gar nicht springen kann. C'est conçu si largement qu'on ne peut pas parler maintenant d'un point. C'est trop vaste. L'organisation situationniste, ce n'est pas une association loi 1901, donc je dirais au niveau organisationnel, tout est à inventer. Et donc
les choses se font un petit peu à tâtons. Mais comme c'est une organisation internationale, il faut structurer le mouvement. Donc en tout, il y aura 9 sections internationales. Chaque section étant chargée de rédiger sa propre revue et puis surtout de diffuser les idées situationnistes dans son propre pays. Et pour éviter que ça devienne un mouvement avec une force centrifuge, l'Internationale situationniste organise régulièrement des conférences internationales. Il y en aura 8 en tout, entre 1957 et 1969. Voilà, ces conférences internationales sont un moment important durant lesquels des lignes directrices sont données et où les objectifs sont fixés. C'est une organisation qui se donne également une discipline interne, alors pareil, qui a fluctué dans le temps, mais disons que sur le modèle des collectifs d'avant-garde artistique ou sur le modèle des organisations politiques, le comportement des membres de l'IS doivent être conforme à celui du nouvel homme situationniste, de cette utopie dont ils essaient de décrire un petit peu les limites dans un premier temps. Et donc, voilà, cette discipline peut parfois un petit peu couvrir des différends interpersonnels. Il y a les règles écrites et la jurisprudence, on va dire. Cette discipline, elle est particulièrement importante pour ce qui concerne les intégrations et les exclusions. Pour ce qui est des intégrations, disons qu'au début, c'est un système de cooptation, ce qui fait que les rangs sont assez fournis justement durant la période artistique jusqu'en 62. Et puis quand on entre dans la période davantage politique des années 60, un protocole se met en place où les membres qui désirent entrer dans l'IS sont reçus en entretien. On leur demande parfois de faire des exposés sur des textes théoriques. Donc pour juger de leur capacité à intégrer les rangs. Et puis cette discipline, évidemment, et là c'est assez connu, elle est très sévère concernant les exclusions, puisque ça remonte à la période lettriste. Guy Debord considère qu'il vaut mieux changer d'amis plutôt que d'idées, ce qui en dit long, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas faire de sentiments avec les camarades quand ceux-ci s'éloignent de la ligne qui a été fixée dans l'organisation. Donc il y a une discipline qui se met en place avec des codes qui petit à petit sont de plus en plus rigoureux. Quant à la hiérarchie, évidemment il n'y a pas d'organigramme, rien d'écrit, mais la hiérarchie, je le montre dans l'ouvrage, elle est tacite. Il y a clairement une typologie des membres entre les théoriciens, il y en a très peu, ils sont je sais plus, 4 ou 5 sur les 70 membres en tout. Les relais, ceux qui ont un capital social ou un capital économique qui peut servir à la diffusion des idées situationnistes, les satellites qui voilà, sont un petit peu éloignés soit dans l'espace, soit en raison de critères je dirais, matériels. Et puis on a vraiment parmi ces membres des figurants, c'est-à-dire des fantômes un petit peu, dont on retrouve la signature en bas des tracts, et qui en réalité ont très peu participé à l'élaboration théorique. Et parmi ces figurants, il y a surtout beaucoup de figurantes, beaucoup de femmes qui voilà, qui au mieux sont là aux conférences internationales, mais qui, à quelques exceptions près bien sûr, ne participent guère aux échanges. Voilà, donc il y a vraiment cette hiérarchie tacite. Le souvenir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées. On peut dire que jusqu'en 1965, la réception du mouvement situationniste, elle est très faible. Ils ont très peu d'écho dans la presse. Ils s'enorgueillissent d'un article dans le Times en 1964, mais c'est à peu près le seul article qui parle d'eux dans la presse généraliste.
Et puis j'ai aussi eu la chance d'avoir le dossier des renseignements généraux de l'Internationale situationniste et de Guy Debord. Et donc on voit bien qu'il y a un dossier qui est monté donc à la création, à la sortie du premier numéro. Les renseignements généraux sont un petit peu inquiets parce qu'il y a un article en 1958 qui relève un discours d'extrême gauche à propos de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Mais voilà, ils font une petite enquête, ils sont rassurés parce que Guy Debord, sa profession c'est artiste peintre, et puis que en regardant quand même les autres textes, ils voient que il y a simplement une volonté de révolution dans la culture. Donc si c'est la culture, si c'est l'art, finalement c'est pas très subversif. Et donc les renseignements généraux s'inquiètent assez peu de ce mouvement artistique. Vous commencez un livre intéressant là. Oui. J'ai aperçu le titre, c'est le traité des situationnistes. Oui. Ça s'appelle Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Oui, c'est ça. Comment l'avez-vous choisi ce livre? C'est mon fils qui me l'a conseillé. Ah ben voilà, et il a quel âge? Il a 23 ans. Ah oui, et il est très situationniste? Oui, bien sûr. Vous devez avoir des difficultés avec lui alors? Non, pas du tout. Non, vous entendez bien avec lui? Oui, très bien. Et vous êtes très ouverte à ces idées ou est-ce que vous résistez? Non, enfin je résiste. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ça ne change pas grand-chose que je résiste ou pas. Nous ne lisons pas la même chose. Oui. Hein, au bout de 10 pages, quand on en parle, eh bien, il a lu tout autre chose que moi. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de dialogue possible, enfin. Il trouve là-dedans des phrases qui étaient ses théories à lui, et moi je trouve exactement le contraire. Alors... Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, on n'est pas d'accord, non. Il y a vraiment une césure au milieu des années 60 concernant la réception du mouvement situationniste. Ça tient à des facteurs exogènes, c'est-à-dire que voilà, la deuxième moitié des années 60, c'est des années un petit peu de bouillonnement pour la contestation estudiantine, non seulement en France, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Donc il y a toute cette mobilisation contre la guerre du Vietnam, contre l'arme nucléaire, le mouvement hippie qui commence en Californie au milieu des années 60, qui n'a rien à voir avec le mouvement situationniste, mais disons qu'il y a cette mobilisation donc, de la jeunesse occidentale. Il y a aussi, c'est un moment où il y a un renouvellement au niveau intellectuel, apparaît donc une théorie marxiste critique, je pense à l'école de Francfort, je pense à la résurgence des théories de Lukács, de Pannekoek. Tout ce contexte va favoriser l'attention nouvelle qu'on va porter aux situationnistes. Et puis, les situationnistes ont un petit peu changé de stratégie, on l'a dit après le départ des artistes en 62. Et donc, l'organisation situationniste va trouver de nouveaux disciples dans les organisations libertaires, dans l'organisation de la Fédération anarchiste, aussi dans l'organisation de pouvoir ouvrier, de jeunes militants vont être vraiment fascinés par justement le discours situationniste qui ne parle pas seulement de prise de pouvoir politique, mais qui parle vraiment de révolution en partant du contexte culturel. Ce sont aussi des jeunes militants qui sont assez fascinés par l'esthétique situationniste, les publicités détournées, les comics détournés, les photos érotiques détournées, tout ça est un nouveau langage qui parle à ces jeunes gens. Et puis les situationnistes posent des jalons dans plusieurs universités, à Strasbourg, à Nanterre et à Nantes, où dans le noyau des étudiants libertaires, eh bien, un certain nombre donc se tournent vers les théories situationnistes. Par exemple, à Nanterre, il y a un groupe de lecture autour des textes situationnistes dans les années 66-67. Donc c'est ce genre d'initiative qui montre que les idées situationnistes progressent vraiment auprès de cette jeunesse libertaire. On va dire, c'est vraiment le bastion situationniste.
Et puis la maturation de la théorie situationniste grandit. 1967, c'est la parution de 2 essais majeurs, hein, La Société du spectacle de Guy Debord, qui sort chez Buchet-Chastel, et Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qui sort dans la collection de la NRF chez Gallimard. Donc on est quelques mois avant mai 68. Et puis, dernier élément, à l'université de Strasbourg, justement, les situationnistes créent une certaine effervescence autour d'eux, puisque c'est à Strasbourg qu'ils diffusent pour la première fois une petite brochure qui s'appelle « De la misère en milieu étudiant », dans laquelle ils ont un langage extrêmement subversif, radical, où ils dénoncent aussi bien la bohème étudiante que les idoles maoïstes, castristes ou encore l'oncle O. Et donc c'est une petite brochure qui sème le désordre, qui fait beaucoup parler d'elle. Les journalistes s'intéressent à ce qui se passe à Strasbourg. Non seulement dans la presse locale mais aussi dans la presse nationale, voire à l'étranger. Et cette petite brochure est accompagnée aussi de désordre dans le milieu du syndicalisme étudiant, puisque le bureau local de l'UNEF est pris par des militants libertaires, anarchistes, proches des situationnistes, qui menacent de détruire de l'intérieur l'organisation étudiante à Strasbourg, mais aussi à l'échelle nationale. Donc ça ne prend pas complètement, mais quand même on voit que des étudiants à Nantes, à Bordeaux se rallient aux thèses situationnistes. Donc voilà, dans les années 66-67, déjà les regards se tournent vers cette petite organisation. Ce qui est assez surprenant quand on regarde les sources dans le détail et surtout dans le contexte de l'époque, c'est de voir qu'en mai 68, finalement, les situationnistes, leur action, elle se réduit vraiment à la portion congrue, c'est-à-dire que déjà ils sont très peu nombreux, ils sont 3 ou 4, on a Guy Debord, René Viennet, Mustapha Kayati, Raoul Vaneigem, lui, va être là par intermittence à Paris, il va faire un petit tour à Nantes, mais voilà. Donc en mai-juin 1968, ils sont 3 ou 4 situationnistes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui s'agrègent à eux, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font en tant que militants politiques? Ils occupent la Sorbonne, ils participent à l'occupation de la Sorbonne, ils ont un rôle décisionnaire, puisque René Riesel, qui est un enragé de Nanterre, et qui sera intégré à l'organisation situationniste après mai 68, René Riesel est élu au comité d'occupation entre le 14 et le 17 mai 1968, ce qui leur permet quand même de bénéficier, enfin du moins ils s'arrogent le droit d'utiliser les moyens de diffusion, donc les porte-voix, ils envoient des télégrammes, enfin bon, donc ils ont des moyens de communication pour diffuser leurs idées lors de cette occupation à la Sorbonne, qui dure donc juste quelques jours. Et puis ensuite ils se replient sur l'Institut pédagogique, donc rue d'Ulm, où ils réunissent autour d'eux donc un certain nombre de militants libertaires dans ce qui est baptisé le Comité pour le maintien des occupations, le CMDO. Et donc durant la deuxième moitié du mois de mai et le mois de juin, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rédigent des tracts, ils manifestent, ils impriment des affiches, mais alors leurs affiches, contre toute attente, sont assez surprenantes quand on connaît leur histoire. Ce sont des affiches sur fond noir avec des caractères blancs, et ce sont des affiches extrêmement austères. Vraiment des affiches finalement de partis politiques qui contrastent complètement avec les affiches qui sont produites dans les ateliers des Beaux-Arts par le reste des étudiants. Donc une action finalement qui est assez peu importante.
Là où finalement les situationnistes interviennent, c'est plutôt dans la mémoire de mai, donc je dirais même dans la bataille mémorielle de mai 68, une bataille qui se joue à partir de l'automne. L'automne 68, ils sont parmi les premiers à sortir leur récit de mai 68 dans un livre qui paraît chez Gallimard, qui est un livre illustré de bonne facture, qui s'appelle donc Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, et qui donc aussi compile un certain nombre de documents qui correspondent à leur production durant mai et juin 1968. Donc ils participent à cette interprétation de ce que voulut dire mai 68 pour la société française, voire pour la jeunesse occidentale. Mais voilà, leur texte circule. Il faut, ceci dit, attendre, je dirais, 1970, c'est-à-dire un moment où leur organisation finalement décline, pour que les situationnistes aient une audience, je dirais, décuplée par rapport à toutes les époques précédentes. C'est-à-dire que au début des années 1970, c'est l'essor de la contre-culture à la française, avec la revue Actuelle, Nouvelle Formule, donc qui court de 1969 jusqu'en 1975, avec des lieux aussi comme la librairie Actualité. Je pense aussi au développement du mouvement de défense des droits, comme le Front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est dans ce contexte-là qu'on donne toute sa place aux situationnistes, parce que les situationnistes, finalement, dans les discours à partir de 70, 71, 72, deviennent les grands ancêtres, c'est le titre d'un article, les grands ancêtres de mai 68. C'est-à-dire que on découvre qu'ils sont peut-être le seul collectif en mai 68 à être au carrefour des avant-gardes artistiques, donc préhistoire de la contre-culture, et de l'extrême gauche critique du marxisme-léninisme. Et donc, à ce titre-là, on leur attribue vraiment une très grande importance, mais ça met les situationnistes, qui sont encore vivants quand même à cette époque-là, en porte-à-faux, parce que c'est une époque où eux, ils veulent s'affirmer comme organisation gauchiste, révolutionnaire. Eux, à cette époque-là, ils veulent faire la révolution des conseils ouvriers, ils essaient de trouver la voie pour. Et cette réception, finalement, fait d'eux juste des esthètes, c'est-à-dire que la contre-culture à la française va se glorifier des slogans, des comics détournés, des photos érotiques détournées, en gros la carapace juste esthétique des situationnistes, alors que eux, ce qu'ils voudraient, c'est que leur message passe. Donc il y a un quiproquo qui est très fort et qui explique aussi pourquoi l'international situationniste entre en crise à cette époque-là. And perhaps you can explain how our friend suddenly vanished. We were alone since I first saw you. Le raisonnement sur l'histoire est inséparablement raisonnement sur le pouvoir. L'organisation situationniste, finalement, son succès auprès de la jeunesse militante entraîne son déclin. C'est un paradoxe. L'international situationniste échoue dans la révolution des conseils ouvriers, même si elle a eu l'espoir que finalement la révolution prenne peut-être pas tant en France qu'en Italie, à partir de 69-70. Elle échoue donc à mener à son terme la révolution des conseils ouvriers, mais elle échoue également dans la redéfinition de son rôle, c'est-à-dire que après mai 68, Guy Debord et Van Eghem, Viennet sentent qu'ils ont un rôle à jouer auprès de cette jeunesse, un rôle de porte-voix, mais aussi un rôle de leader qu'ils refusent absolument de jouer. Et on assiste un petit peu à une escalade à cette époque-là, une escalade dans la radicalité, c'est-à-dire que l'international situationniste se trouve
l'expression est peut-être malheureuse, mais en concurrence avec les maoïstes, avec les autres conseillistes. Et donc, c'est une période où la discipline devient extrêmement dure. Les règles, on le voit dans la correspondance, les règles sont très dures, il faut être présent aux réunions, justifier ses absences. Pour essayer de relancer le débat d'idées qu'ils ont du mal à relancer, ils constituent des tendances qui couvrent des tensions interpersonnelles parfois un petit peu nauséabondes. De la même manière, pour prouver leur radicalité, ils organisent des expéditions où ils passent à tabac, par exemple l'historien Jean Métron, ou tel militant à Lyon qui a eu un discours qui leur a déplu, ou un éditeur en Italie qui n'a pas respecté la bonne traduction, etc. Finalement, l'IS échoue à préserver ce qui faisait son originalité, c'est-à-dire cette organisation à la confluence de l'extrême gauche et du milieu des avant-gardes artistiques. Et donc, le numéro 13 d'International Situationniste ne paraîtra jamais, alors qu'il suscite vraiment une très grande attente auprès de la jeunesse militante de l'époque. Donc on peut dire qu'à partir du numéro 12, qui paraît en septembre 69, on est vraiment dans une période de déclin, et cette période de déclin s'achève avec l'acte d'autodissolution de l'IS, qui est signé par Guy Debord et son jeune camarade italien Gianfranco Sanguinetti. C'est un livre qui est publié donc chez Champs Libres en 1972, dans laquelle Guy Debord fait le bilan de l'action de l'IS depuis mai 68, des réussites et des échecs. Et donc voilà, c'est la fin de l'organisation situationniste. On est en 1972, et c'est un testament finalement très insolite, parce que dans cet acte d'autodissolution, Guy Debord refuse que l'organisation situationniste ait des héritiers. C'est-à-dire que c'est une organisation qui refuse les disciples, qui refuse d'être continuée d'une manière ou d'une autre. Et donc tous les militants qui se réclament de l'international situationniste se retrouvent avec cet objet extrêmement étrange. On a eu cela, on aura les autres. Quelle planète! Personne ne s'en souviendra, on y laissera notre peau. À régler nos affaires nous-mêmes, de Moscou à Tokyo, de Paris à New York. Il faudra bien qu'elle saute, cette foutue planète. Tous les exploiteurs y passeront, même les réformistes. Mais ce sera pour un prochain film. Détourner un film ne suffit plus. Comment vraiment utiliser le cinéma? L'oiseau de Minerve nous réserve des surprises à la tombée de la nuit. Les militants qui se réclament de l'international situationnisme et qui ont été baptisés pro-situationnistes par l'élite situationniste du vivant de l'organisation. Donc ces militants, vaille que vaille, essayent quand même de prolonger l'œuvre situationniste. Et donc c'est vrai qu'il y a deux périodes, il y en a davantage, mais il y a deux périodes. Les années 68. Les années 68, ce sont des années durant lesquelles donc ces petits groupuscules essaient de transformer finalement l'essai situationniste, c'est-à-dire de mener la révolution des conseils ouvriers jusqu'à son terme, donc en reprenant les méthodes situationnistes. Donc on retrouve cette attention portée à la forme dans les revues, dans les tracts, l'art du détournement, l'art de l'insulte, aussi cette radicalité dans l'organisation, en excluant les membres, et puis en poursuivant la critique sociale dans une société qui est reconfigurée par l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, etc. On est dans un autre, aussi dans un autre contexte politique. Et puis dans les années 1980, eh bien, les pro-situationnistes, comme tous les militants des années 68, eh bien, subissent le reflux de mai 68, ce reflux politique et intellectuel. Et donc ils sont moins nombreux, beaucoup renoncent à l'action, et pour ceux qui continuent l'action et qui continuent la réflexion, eh bien, on peut dire qu'il y a
deux voies, ceux qui radicalisent leur action, c'est le cas de l'internationale nextialiste qui envisage le recours à des actions violentes, illégales. Et puis l'autre voie, eh bien, c'est la voie intellectuelle, la voie de la critique sociale, qui est approfondie par exemple par l'encyclopédie des nuisances, à laquelle d'ailleurs Guy Debord participe pour un temps. Come closer where I can see you. Get out of that shadow, dude. You're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. La filiation entre les situationnistes et le mouvement punk de la fin des années 70, début des années 80, donc au Royaume-Uni, est une filiation largement reconstruite par un journaliste américain qui s'appelle Greil Marcus, qui a longtemps travaillé au magazine Rolling Stones et qui écrit un petit essai qui paraît en anglais donc en 1989, qui s'appelle Lipstick Traces et qui est sous-titré Histoire secrète du XXe siècle. Dans ce petit essai, donc, Greil Marcus établit une filiation entre Dada, l'international situationniste et le mouvement punk. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour établir cette filiation? Eh bien, sur quelques éléments historiques qui sont extrêmement ténus. Les passeurs entre les situationnistes et le mouvement punk, ce serait donc Malcolm McLaren, qui est le manager des Sex Pistols, et Jamie Reid, celui qui conçoit les pochettes des albums des Sex Pistols. Ces deux personnages donc ont été étudiants en 1968 dans une école d'art à Londres, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont fréquenté les marges d'un groupe qui s'appelle King Mob. C'est un groupe qui a été constitué par d'anciens situationnistes britanniques qui avaient été exclus en 67. Et donc, parmi eux, il y a notamment Christopher Gray, qui est important parce que c'est le premier à donner en version anglaise une anthologie des textes situationnistes qui paraîtra en 1974, qui s'intitule Living the 20th Century. Et donc, voilà, Malcolm McLaren et Jamie Reid ont vraiment été des membres très épisodiques de ce petit collectif londonien et n'ont retenu de la théorie situationniste ou du moins ont retenu peu de choses de la théorie, mais beaucoup de choses de l'esthétique situationniste. Ils le disent eux-mêmes. Et donc c'est vrai que c'est surtout l'esthétique situationniste, les détournements qui vont être réappropriés par Jamie Reid et qui vont être donc associés au mouvement punk donc en 76, les Sex Pistols c'est 76-78. Cette association ou cette réutilisation, cette réappropriation de l'esthétique situationniste, elle a été baptisée pop situationnisme par un historien britannique qui s'appelle George Robertson. On est un petit peu sur l'esthétique sans la théorie. Pop situationnisme, qui est aussi un qualificatif péjoratif pour qualifier une démarche commerciale, alors que la démarche situationniste est une démarche éminemment politique. Guy Debord donc cherche à contrôler la postérité du situationnisme, tout d'abord avec des moyens éditoriaux. Il est extrêmement lié
est proche de Gérard Lebovici, qui a fondé en 1969 les éditions Champs Libres, et qui va devenir vraiment son mécène, qui va l'accompagner donc jusqu'à son assassinat en 1984. Et donc Guy Debord va utiliser les éditions Champs Libres pour rééditer donc les 12 numéros d'International Situationniste, la revue Potlatch, de la misère en milieu étudiant. Cette maison d'édition va être un moyen pour lui donc aussi de prolonger la théorie situationniste. On sait qu'en 1988 il écrit les commentaires sur la société du spectacle, où eh bien, il explique que finalement sa théorie de 1967 était vraiment visionnaire, y compris à la veille de la chute du rideau de fer. Son moyen de contrôler aussi la postérité du situationnisme, ça passe par le contrôle des historiens. Le contrôle des historiens, c'est-à-dire que Guy Debord sélectionne des proches pour écrire cette histoire qu'il veut conforme à ses vœux. Donc il y aura trois essais sur l'international situationniste, un donc en 1972 par Raspaud et Voyer, un autre en 1989 par Jean-François Martos, et puis il fera publier en 1990 un mémoire d'étudiant sur mai 68 et les situationnistes. Donc il est extrêmement vigilant au discours historique sur son mouvement. En 1989, pour la première fois, l'international situationniste est exposé au centre Pompidou. C'est une exposition qui tournera ensuite à Boston et à Londres. Et donc on est dans le deuxième anniversaire de mai 68, deuxième décennie, qui a été marquée par notamment la publication des essais de Rothman et Hamon intitulés Génération, où les groupes maoïstes semblent un petit peu phagocyter la mémoire de mai 68. Et donc il y a chez les intellectuels, chez les commissaires d'exposition, une volonté de donner aussi un autre aperçu de ce que fut mai 68. Et donc les situationnistes sont exposés un petit peu dans cet esprit-là, volonté de retrouver la quintessence de l'esprit subversif de mai 68. Tout en étant gênés, ces commissaires d'exposition, de le faire dans un lieu muséal. Et donc c'est assez surprenant de voir le catalogue qui accompagne cette exposition. C'est un catalogue petit format et très très fin, dans lequel les commissaires se refusent à toute exégèse, à tout commentaire. Ils reproduisent deux textes, un texte de Yorn et le texte de 1957, le rapport sur la construction des situations de Guy Debord. Ils ont extrêmement peur justement de ternir, de neutraliser l'esprit de révolte que fut l'esprit subversif des situationnistes. Voilà, donc on entre malgré tout cas un cas dans un cycle en effet de légitimation. Les expositions dans les années 90 puis 2000 vont se multiplier, pas seulement en France, mais aussi en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne. Ce cycle s'accompagne d'un processus d'académisation, c'est-à-dire que les situationnistes deviennent l'objet d'études. Alors ça commence pas en France, ça commence plutôt en Allemagne, aux États-Unis, enfin dans les pays anglo-saxons, en Angleterre aussi, où on s'intéresse, en Italie aussi, plutôt d'abord aux aspects artistiques de cette histoire situationniste, et puis à partir des années 2000, les travaux suivent en France, et on en vient à des travaux de philosophie, d'histoire. Donc d'histoire de l'art, ça avait été déjà le cas, et puis d'histoire tout court, avec tout le débat autour de la question de l'embaumement, c'est-à-dire que ces travaux sont accusés encore une fois, de tuer l'esprit subversif de ce collectif. Cette légitimation, elle est aussi possible grâce à des nouveaux moyens techniques. Internet va complètement changer la donne au XXIe siècle, puisque c'est un moyen qui permet de décupler l'accès aux textes situationnistes. Donc, les lecteurs de l'IS vont se multiplier à partir des années 2000. Et puis cette légitimation, cette patrimonialisation, elle est aussi possible grâce aux éditeurs. Alors des éditeurs
de différentes catégories, mais en particulier des éditeurs comme Gallimard, comme Fayard, qui rééditent les textes de Debord, les textes situationnistes. La Société du spectacle entre dans la collection de la NRF en 1992. L'essai est publié dans la collection Folio en 1996, donc on voit bien que voilà, ça devient un classique. Ce sont des étapes donc, qui montrent bien ce processus. On le voit aussi à la valeur économique des archives situationnistes. Un marché des archives situationnistes naît dans les années 2000, donc les commissaires-priseurs donnent une valeur aux premières éditions du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, de tel tract de 1966, de telle brochure de 1968. Et voilà, au cours de ventes aux enchères, le prix de ces archives monte jusqu'à des prix parfois déraisonnables. Et puis, dernière étape de ce processus de patrimonialisation, évidemment, c'est en 2009, l'interdiction à l'exportation des archives de Debord que proclame le ministère de la Culture. Les archives de Guy Debord sont classées Trésor national en 2009 pour éviter qu'elles ne rejoignent le fonds de la bibliothèque de l'université de Yale aux États-Unis. Et donc l'État, mais aussi des mécènes, réunissent plus de 2 millions d'euros pour que les archives de Guy Debord entrent dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Et en 2013, une exposition donc, est organisée dans les murs de la BNF pour rendre hommage donc, à Guy Debord et à cette organisation. Qu'est-ce qu'un mythe finalement? Qu'est-ce qu'un mythe? Un mythe, c'est une histoire qui donne des clés de lecture. C'est une histoire qui donne des clés de lecture et qui est élaborée à partir d'éléments de la réalité, mais aussi d'éléments de la fiction. Et donc, il me semble qu'il y a cet écart entre l'histoire du mouvement situationniste et les représentations qu'on en a aujourd'hui en France. J'ai le sentiment que Debord et les situationnistes sont devenus un petit peu la métonymie de ce qu'on voudrait retenir des années 68. C'est-à-dire, on voudrait en retenir l'esprit de fronde, la spontanéité, l'importance donnée à la créativité. On voudrait retenir aussi l'esthétique de mai 68. Et puis finalement, j'ai le sentiment que cette organisation, son histoire, sont un petit peu utilisées comme antidote au monde contemporain, aux erreurs du monde contemporain. Et donc, on est dans cette histoire revisitée du mouvement, alors que justement quand on se plonge dans l'histoire de l'organisation, on voit que c'est une histoire faite d'hésitation, d'accommodement, de contradiction, donc une histoire beaucoup moins lisse que le mythe qu'on a bien voulu en faire aujourd'hui.